Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette réunion de présentation du master spécialisé architecture des systèmes d'information de Centrale Supélec Executive Education. Donc, je suis Pierre-Frédéric Rouberti, je suis un des deux responsables pédagogiques du master avec Dominique Marcadet également présent avec nous aujourd'hui. Bonjour Dominique. Bonjour. Et voilà, Laurie Delière également avec nous qui est chargée de la commercialisation des formations chez nous dans les masters spécialisés. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'architecture des systèmes d'information. Ah, Pierre-Frédéric est figé, on n'entend plus. Oui. Un petit souci technique. Attendez. En attendant que ça se rétablisse, sachez que vous avez un onglet questions. La pandémie. Ah, excuse-moi Pierre-Frédéric, on ne t'entendait plus. Tu étais figé, on ne t'entendait plus. Ouais. Donc malheureusement, tu vas devoir recommencer cette slide. Et j'en profitais du coup, excuse-nous. J'en profitais pour dire à nos participants que vous aviez un onglet questions dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions et puis nous y répondrons au fur et à mesure de la présentation. Voilà. Très bien. C'est bon là, vous m'entendez? Oui, je vais retirer ma caméra et puis je vous rejoins. Je la réactiverai tout à l'heure. On va voir si le réseau, tout fonctionne bien. Donc il faut que tu recommences, Pierre-Frédéric, excuse-nous. Allô? Oui, on t'entend. Oui, donc pourquoi se former en architecture DSI? Oui, le métier d'architecte des systèmes d'information est un métier qui existe depuis longtemps dans les DSI. Par contre, c'est le contexte actuel des entreprises qui a beaucoup changé. Il est dominé effectivement par l'incertitude et par une très grande complexité, ce qu'on désigne sous l'acronyme VUCA. La pandémie a montré effectivement comment les choses pouvaient être totalement transformées en très peu de temps. Le deuxième paramètre important dans notre contexte actuel, c'est l'omniprésence du numérique. Les technologies de l'information sont partout, il y a beaucoup d'innovations qui émergent tous les ans. Et les entreprises se posent des questions sur comment utiliser le numérique pour gagner des parts de marché, ou ne serait-ce que pour survivre face à des concurrents extrêmement agressifs avec des outils numériques. Et donc, la transformation digitale est très importante aux yeux des décideurs qui se posent des questions de savoir sur quelle technologie faut-il investir, comment réaliser ma transformation digitale et comment tirer profit finalement des opportunités du digital. Ce qui généralement amène les entreprises et les organisations à beaucoup investir sur plein de technologies et à ne pas toujours avoir le retour sur investissement attendu à la fin. Slide suivante, s'il te plaît, Pamela. Qui montre en fait que cette étude de McKinsey montre qu'on a donc des investissements très importants qui sont faits par les entreprises sur le numérique, mais parfois un petit peu en ordre dispersé. Ce qui fait qu'on peut aboutir finalement à beaucoup plus de complexité, à des économies d'échelle, donc des manques d'efficacité, si ces différents investissements ne sont pas coordonnés. Et c'est ce qui fait dire effectivement à cette étude qu'on a besoin d'autant plus d'architecture pour amener une forme de cohérence, de vision d'ensemble et de rationalisation finalement de ces différents investissements. La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de profils comme les architectes pour aider les entreprises à faire les bons choix d'investissement et à rationaliser finalement leur patrimoine d'actifs numériques et à les structurer correctement pour que ça soit véritablement efficace et qu'au bout du compte, il y ait bien le retour sur investissement qui est attendu, ce qui est pas toujours le cas actuellement. Alors donc dans ce contexte-là, comme je vous disais, on a besoin d'architectes, parce que l'architecte justement, il permet à l'ensemble des acteurs, des parties prenantes de l'entreprise d'avoir une vision commune et partagée sur
nos actifs numériques, hein, comme l'architecte des bâtiments, finalement, autour des plans, hein, autour ce que nous on va appeler en SI des modèles, être capable de partager des visions communes de ce qu'on a, de prendre du recul, d'avoir une vision d'ensemble, de bien maîtriser quelle est notre situation de départ, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme actifs numériques, quelles sont les forces et faiblesses de ces actifs numériques, qu'est-ce qu'il faut transformer, et puis l'architecte va conseiller les décideurs sur les voies possibles d'évolution, quels sont les différents scénarios de transformation possibles, et donc ensuite décider quelle cible on choisit, dans quelle direction on va, quelle technologie on va investir, et pour construire quelle solution. Et puis enfin, dresser le chemin entre l'existant et la cible. Quelles sont les étapes intermédiaires qu'il va falloir suivre pour au final réussir à construire cette solution. Donc ça, c'est assez difficile de faire tout ça si on n'a pas une vision d'ensemble. C'est justement ce qu'apportent les architectes dans une fonction finalement qui est une fonction d'aide à la décision, qui permet de faire les bons choix d'architecture et d'investissement. Alors on connaît historiquement les architectes des systèmes d'information sur des sujets techniques, hein, les gens qui travaillent sur les infrastructures, les gens qui travaillent sur les applications de l'entreprise. En fait, on s'aperçoit que la fonction d'architecte, elle est utile à plein d'endroits dans l'entreprise, hein. Son périmètre a tendance à s'étendre. Donc on a différentes familles d'architectes qui sont utilisées aujourd'hui dans les organisations. Donc les architectes techniques sur l'infra, les architectes applicatifs ou logiciels sur la partie applicative. Et qu'on a aussi besoin de ce type de fonction sur des choses comme l'organisation des hommes dans l'entreprise, la définition et l'optimisation des processus métiers. Et on a vu émerger donc des fonctions d'architecte fonctionnel ou d'architecte métier, hein, suivant les entreprises, ils n'ont pas forcément les mêmes dénominations, et qu'on regroupe d'ailleurs généralement sous un terme plus générique d'architecte d'entreprise. Au final, ces architectes, ils ont tous les mêmes fondamentaux, hein, c'est-à-dire qu'ils ont tous finalement certaines cultures autour de l'architecture des systèmes, hein, puisque tout est système, et que la question c'est quelle est la meilleure structure pour que ce système il soit efficient, et que comment il va gérer ses interactions avec son environnement, avec d'autres systèmes avec lesquels il est en interaction. Et au final, on s'aperçoit que finalement, cette discipline d'architecture, elle est applicable à plein de sujets et pas que à des sujets techniques. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre master spécialisé, on a les fondamentaux partagés par tous les architectes qui sont enseignés dans le tronc commun, et on a ensuite les spécialisations par grande famille d'architectes. On travaille sur 3 familles d'architectes: l'architecte technique, l'architecte logiciel et l'architecte d'entreprise. Alors dans ce contexte VUCA, hein, on s'aperçoit que les façons de faire de l'architecture sont amenées à évoluer. Historiquement, on associe souvent l'architecture à un travail de planification assez rigide, où on va chercher en amont des projets à concevoir complètement l'architecture de la solution qu'on va mettre en place. Et par ailleurs, les architectes sont souvent aussi associés à des gens donc, qui vont mettre en place un certain nombre de règles qu'il faut respecter, et qui vont être donc des censeurs, hein, parce qu'il faut décider si la solution proposée par une équipe projet est conforme à ces règles ou pas, pour autoriser ou pas la réalisation de cette solution. Dans le contexte actuel VUCA qu'on évoquait tout à l'heure, les entreprises ont besoin de s'adapter et de mettre en place des approches beaucoup plus agiles pour faire face à l'incertitude, et pour aller vite, parce qu'il y a une exigence aussi de time to market qui est très forte. Et donc, on s'aperçoit que les approches agiles se sont généralisées, et que l'approche classique visant à faire toute l'architecture en amont n'est plus forcément applicable. Et surtout qu'on va de plus en plus s'appuyer sur des équipes qui sont responsables et autonomes. Et qui l'architecture, elle n'appartient pas aux architectes, et beaucoup de décisions d'architecture vont être prises sur le terrain par les équipes projet elles-mêmes. Donc dans ce contexte-là, l'objectif de l'architecte, ça reste toujours que les meilleurs choix d'architecture soient faits, hein, et qu'on construise une architecture
système. Simplement, c'est plus eux forcément qui prennent les décisions d'architecture, et donc il va falloir qu'ils donnent un cadre, ils donnent un certain nombre de guides et qu'ils soient là en assistance, en coaching auprès des équipes, de façon à ce que celles-ci puissent prendre par délégation les bonnes décisions d'architecture. Donc de l'architecture, il s'en passe partout dans toutes les équipes, tout le temps, j'ai envie de dire un peu à toutes les phases des projets. Et les architectes ne peuvent pas tout contrôler, mais ils sont là pour aider toutes les équipes à prendre les bonnes décisions d'architecture. Ça, c'est un changement de posture et d'état d'esprit qui est assez fondamental et qui va nécessiter un certain nombre de compétences comportementales qui sont essentielles, la capacité à communiquer, la capacité à animer avec l'ensemble des équipes projets. Et donc, les soft skills qui ont toujours été importants hein, pour les architectes sont encore plus importants aujourd'hui, puisqu'ils ont un rôle pivot et en même temps support qui nécessite beaucoup d'interactions avec beaucoup d'acteurs, avec des décideurs, avec des équipes projets, avec des experts techniques. Et donc, si on n'a pas ces soft skills, ça peut être effectivement compliqué d'être performant dans son rôle d'architecte. Donc, si je résume, les compétences essentielles pour nous aujourd'hui, hein, pour les architectes des systèmes d'information, bien sûr, les compétences techniques restent fondamentales, hein, d'autant plus que souvent l'architecte, de par sa veille technologique, est celui qui est capable d'expliquer, de vulgariser les nouvelles technologies, d'identifier celles qui sont pertinentes pour son organisation et d'en faire la promotion. Donc, il doit absolument rester à l'état de l'art, à jour des technologies qui émergent, et donc sa maîtrise technique sur un spectre assez large doit être toujours très importante. Il doit également maîtriser un certain nombre de méthodologies de gestion de projet. Hein. Il doit être à l'aise bien dans des approches classiques que dans des approches agiles, voire des approches agiles généralisées, ce qu'on appelle l'agile à l'échelle. Donc, il doit maîtriser un certain nombre de compétences méthodologiques. Il doit bien évidemment avoir un certain nombre de compétences de modélisation. Il doit être capable de cartographier, de modéliser le système d'information et les différents systèmes qu'il est amené à accompagner. Et enfin, il doit avoir ces fameux soft skills, hein, ces compétences comportementales, hein, pour être capable de communiquer, à la fois de s'adapter à des décideurs qui ont besoin d'une vision très synthétique et des équipes projets qui elles ont peut-être besoin de plus de détails. Il doit être capable de négocier, il doit être capable de leadership pour amener l'ensemble des acteurs vers les solutions qu'il préconise. Donc un ensemble de soft skills qui bien souvent sur le terrain font la différence hein, entre un architecte qui est un bon technicien et un architecte qui est un vrai leader d'équipe. Donc pour tout ça, on a conçu le master spécialisé Asie qui va adresser ces différentes dimensions et je vais laisser Dominique donc, vous présenter à la fois donc, le public visé par le master, les objectifs et le programme de la formation. Alors peut-être, juste avant de revenir, il y a quelques questions là autour de la terminologie, au nom des architectes qui sont apparus. Hein. Donc effectivement, nous, dans notre master spécialisé, hein, nous avons trois options hein, que nous appelons architecte technique, architecte logiciel et architecte d'entreprise. Alors on trouve d'autres terminologies d'architectes, effectivement, comme architecte solution, architecte métier, etc. Dans les entreprises, il n'y a pas forcément une uniformisation. Hein. Donc on est à peu près tous d'accord pour l'architecte technique. Au niveau de l'infrastructure, hein, on va y revenir quand on va parler un peu du programme. L'architecte solution, pour nous, effectivement, ça se rapproche de l'architecte logiciel, enfin c'est à peu près la même chose, alors que l'architecte métier est plus proche, effectivement, selon notre vision des choses, mais encore une fois, c'est une question de nom quelque part, hein, mais l'architecte métier, il est plus proche du métier, donc plus proche de la fonction de ce que nous appelons, nous, architecte d'entreprise, urbaniste, etc. Mais bon, je sais pas, l'objectif, bien sûr, n'est pas de vouloir imposer une certaine terminologie. Ce qui est important, bien sûr, c'est le métier qui est derrière. Donc, notre master spécialisé, hein, qui est proposé donc en part-time, hein, c'est un master qui va se dérouler une semaine tous les mois, hein, sur une période qui va durer à peu près 1 an. Il vise donc vis-à-vis de le contexte qu'a exposé Pierre Frédéric. Hein, donc, nous avons identifié en gros 3
profils de personnes qui pourraient être intéressées par cette formation. Donc déjà, on a dans les entreprises un certain nombre de personnes qui ont une fonction d'architecte sans forcément avoir le titre, qui ont acquis peu à peu des compétences et qui veulent d'un côté consolider ces compétences, généraliser un peu tout ce qu'ils ont appris, le remettre un peu entre guillemets dans l'ordre, avoir une vision plus vaste de ce qu'ils font de leur métier. Et puis qui veulent aussi que ce soit reconnu, quelque part, le fait d'avoir le diplôme de master spécialisé d'architecte au sein de l'entreprise, ça permet de consolider un peu effectivement cette position, ce métier. On a un deuxième type de profil de professionnels des systèmes d'information qui ont commencé par exemple en développeur ou alors comme administrateur réseau, etc., qui ont acquis peu à peu des compétences plus larges, et qui veulent effectivement ensuite envisager un déroulement de carrière dans lequel ils vont devenir architectes. Et donc cette formation va leur permettre effectivement d'acquérir les compétences, en particulier les soft skills qui sont importantes, comme l'a dit Pierre-Frédéric, dans la fonction d'architecte, plus avoir aussi bien sûr une vision plus générale de tous les aspects techniques, que ce soit pour l'architecte technique ou l'architecte logiciel, les différentes solutions actuelles, l'état de l'art des solutions disponibles sur le marché. Enfin, on a des professionnels de systèmes d'information qui ne sont peut-être pas directement aussi proches des aspects techniques ou logiciels, mais qui sont plus effectivement qui interviennent beaucoup au niveau de l'évolution du système d'information, qui sont peut-être plus proches du métier. Donc à ce niveau-là, c'est plus effectivement des architectes d'entreprise. Ou alors aussi, on a dans un certain nombre d'entreprises des personnes enfin, les entreprises ne sont pas assez grandes pour avoir des postes pleins d'architectes. Donc, ça va être des directeurs de projet, ça va être des responsables du système d'information qui vont avoir une partie de leur travail qui va être centrée sur l'architecture, l'évolution du système d'information en termes d'architecture. Donc, ces professionnels-là aussi, et le fait d'avoir cette formation va leur permettre d'asseoir un peu les compétences qu'ils vont devoir mobiliser de temps en temps pour la conception du système d'information et pour le faire évoluer. Donc vis-à-vis de ces trois types de profils que nous pensons pouvoir être intéressés par notre formation, nous avons donc un programme de formation sur 60 jours. Pamela, tu peux passer au... Ah non, pardon. Alors avant de parler du programme, excusez-moi, avant les objectifs du programme par rapport effectivement aux profils qui ont été identifiés juste avant. Donc, il y a une fonction importante de l'architecte, c'est qu'il est un peu au centre d'un certain nombre d'autres personnes. Il a une vision globale du système d'information, donc il doit aussi comprendre comment fonctionne l'entreprise. Il va avoir beaucoup d'interlocuteurs. Et donc, un des objectifs de la formation, en particulier dans la partie commune, ça va être de positionner ces architectes pour bien comprendre avec qui il va échanger, avec qui il doit discuter, négocier, etc., etc. Donc, il y a une partie à la fois positionnement et découverte, parce que selon les entreprises, il n'y a pas forcément toujours les mêmes organisations, et c'est bien d'avoir une vision peut-être un peu plus globale de ce qui peut se trouver. Bien évidemment, qu'on soit architecte technique, logiciel ou d'entreprise, il va falloir acquérir les compétences scientifiques fondamentales correspondant à ces différents métiers, donc avoir une vision globale des différents composants disponibles, de leurs possibilités, etc., afin de pouvoir effectivement participer à la conception du système d'information. Et donc, notre programme va nous permettre effectivement, du fait qu'on a identifié 3 profils d'architectes, notre programme va pouvoir permettre de développer cette spécialité dans une partie optionnelle, enfin, qu'on appelle l'option, ce n'est pas optionnel, il faut en choisir une. Il faut d'ailleurs la choisir au moment où vous allez avoir votre entretien avec nous pour discuter de votre candidature. Nous souhaitons que les candidats se positionnent dès cet entretien sur l'option qui va être choisie entre architecte technique, architecte d'entreprise et architecte logiciel, afin de bien comprendre le projet professionnel et de discuter, de vérifier ensemble que cette formation de cette spécialité va correspondre au projet professionnel et au contexte où va se dérouler la formation. Donc pour répondre à ces 4 objectifs, nous allons pouvoir effectivement passer au programme de notre formation. Donc
je le redis, hein, c'est un programme à temps partiel, hein, donc une semaine par mois, hein, de manière générale, sur 12 mois, sur un an. Donc il est constitué d'un tronc commun de 35 jours et de la spécialisation de l'option de 25 jours, hein, pour équilibrer. Donc le tronc commun, celui qui est présenté ici, hein, il est constitué de 5 blocs. Le premier bloc des besoins de l'entreprise au système d'information, hein, donc c'est bien effectivement l'objectif de situer le métier, le rôle de l'architecte au niveau de l'entreprise, qui comprennent bien l'objectif de l'entreprise, donc les besoins global d'évolution du système d'information afin que ça corresponde avec la transformation de l'entreprise. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va effectivement aussi vous parler un petit peu d'urbanisation du SI, hein, qui est qui sera beaucoup plus approfondi au niveau de l'option architecte d'entreprise, hein, mais tous les architectes doivent avoir une idée de comment on peut urbaniser le système d'information et le faire évoluer de manière cohérente. Dans tout projet lié à l'évolution du système d'information, il est important de bien comprendre le besoin, hein. Donc il faut formaliser les services que doivent rendre ce nouveau module du système d'information, hein, à la fois en termes d'exigences, qu'elles soient fonctionnelles ou non fonctionnelles, hein, et ensuite traduire effectivement les exigences fonctionnelles en termes de spécification, de comportement du système d'information, afin de vérifier à ce niveau-là que le comportement décrit, spécifié, va effectivement répondre aux exigences. Le deuxième gros bloc, méthodologie d'architecture, donc comme son nom l'indique, hein, va se concentrer sur les aspects méthodologiques, parce que bien évidemment c'est très important pour l'architecte de faire évoluer le système d'information dans un cadre méthodologique précis, et même s'il est agile. Donc pour ça, on va vous présenter les différentes méthodologies liées au système d'information, hein. Dans les aspects méthodologiques, il a bien évidemment besoin de modéliser le système actuel, les évolutions. Donc, on parlera un peu d'outils associés de modélisation et de conception. Il faudra bien évidemment dans tout projet prendre en compte non seulement les besoins, le métier, hein, auquel doit répondre le projet, mais aussi les aspects financiers, hein. Donc, on parlera un peu de dimension financière. Il y aura un aspect aussi lié à la gestion de projet, hein, l'aspect agile, hein, qui a été déjà mentionné par Pierre-Frédéric juste avant, hein, qui est important maintenant dans le monde actuel, vu d'avoir cette agilité. Et puis, bien être en mesure d'évaluer les conséquences de l'introduction ou de l'évolution d'un nouveau composant dans le système d'information, hein, donc les méthodes d'évaluation d'impact. Ensuite, quelques jours, 4 jours sur les quelques fondamentaux qui sont nécessaires à tous les architectes. Donc, on va parler par exemple de ce que nous appelons la fondation, hein, qui est l'idée d'avoir des composants, des composants, des briques de base du système d'information qu'on va pouvoir réutiliser dans différents projets. On va pouvoir aussi faire évoluer, afin d'avoir un système modulaire et évolutif, hein. On parle souvent d'architecture en Lego. Ensuite, tous les architectes, hein, doivent avoir quelques compétences au niveau des données, hein, puisque le système d'information va traiter beaucoup de données, et donc la façon de les représenter, de les modéliser, de les manipuler, etc., qui va être commune à plusieurs applications, hein, il faut à ce niveau-là avoir toutes les compétences. De même que l'aspect intégration applicative, puisqu'un système d'information est constitué d'un grand nombre d'applications qui vont s'échanger des données, hein. Donc il est nécessaire d'avoir une vision globale des différentes solutions permettant à ces applications de s'échanger des données. Et enfin, un jour sur la sécurité dans ce bloc fondamentaux d'architecture, hein, pour introduire un peu les aspects, bien sûr, fondamentaux de cybersécurité au niveau du système d'information, hein, mais l'aspect sécurité sera ensuite décliné de manière différente dans les 3 options qu'on va voir par la suite. Je précise que le module de sécurité et système d'information de ce master spécialisé, hein, est géré, enfin, il est organisé par notre équipe d'enseignants-chercheurs du campus de Rennes, hein, qui est une équipe reconnue sur l'aspect sécurité et système d'information. Un autre module donc de veille technologique nous semble important pour
tous les architectes, hein, puisque bien évidemment un architecte doit être au courant des évolutions du système, enfin, des outils et technologies liés au système d'information. Donc il y a à la fois dans ce bloc de 6 jours hein, un apprentissage de méthodes et de moyens de faire de la veille technologique de manière performante, hein, pour être au courant un peu des évolutions, et puis quelques focus sur des sujets qui sont maintenant un peu matures, hein, quand on parle du cloud. On peut plus nier bien évidemment maintenant le cloud, hein, mais aussi maintenant les big data, l'intelligence artificielle, l'aspect numérique durable, qui va devenir de plus en plus important, quelques technos liés à la blockchain, qui est aussi important, et puis on parle un peu aussi d'Internet des objets, de comment prendre en compte l'open source dans la réalisation de la conception d'un système d'information. Le dernier bloc de ce tronc commun, dénommé compétences transverses, hein, va se concentrer plutôt sur les soft skills, hein, parce que bien évidemment l'architecte va devoir dialoguer, convaincre, argumenter, présenter ses solutions devant un public de décideurs, devant un public d'experts éventuellement, etc. Donc il y a besoin d'avoir quelques éléments de compétences liés à cette communication, hein. Le fait aussi de l'aspect leadership, hein, pour pouvoir mener l'équipe. Les aspects de négociation sont aussi très importants pour un architecte. Les aspects réglementaires, hein, sur la législation du système d'information, on pense bien sûr au RGPD, bon, c'est pas tout à fait des compétences soft skills, hein, mais c'est une compétence transverse nécessaire à tous nos architectes. Et enfin, même si l'architecte est plutôt dans la phase amont de conception des systèmes, hein, il peut être amené à intervenir quand il y a un problème grave qui arrive, hein, et donc quelques éléments liés à la gestion de crise sont présentés dans ce tronc commun, ce qui termine ce 5e bloc. Donc ensuite, on a nos 3 voies de spécialisation. Sur le transparent suivant, s'il te plaît, Pamela. Voilà, ils sont présentés ici sous forme de gros blocs, hein. Alors on voit architecte technique, architecte logiciel, architecte d'entreprise, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 35 jours de tronc commun et donc 25 jours pour chaque option. Donc au niveau architecte technique, il y a un gros bloc, hein, qui est un état de l'art des architectes techniques, hein. Donc on va balayer, hein, l'ensemble des technologies, bien évidemment les technologies de type stockage, de type réseau, de type système d'exploitation, etc. Mais aussi, on va s'intéresser à la virtualisation, au cloud, aux conteneurs, aux aspects liés aux applications aussi, hein, etc. Donc 14 jours, un très gros bloc. Derrière, un bloc lié au DevOps, hein, l'aspect lié à l'intégration continue et développement continu. Bien évidemment, l'architecte technique est concerné par cette initiative, hein, qui veut essayer de faire baisser les barrières entre la phase de développement et la phase d'exploitation. Et donc connaître les solutions, surtout que point de vue architecte technique, hein, on se dirige de plus en plus sur le cloud et sur des technos, par exemple, qui sont le infra as code, qui gèrent un peu comme du logiciel, mais qui sont très importantes dans une optique de déploiement continu, par exemple. Et puis un gros bloc lié à la sécurité, enfin un gros bloc comme de 6 jours, hein, qui vient, il y avait le jour du tronc commun d'introduction générale à la cybersécurité, et donc là il y a 6 jours, hein, liés aux différents aspects, liés sécurité des réseaux, sécurité des systèmes, etc., etc. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est géré par notre équipe d'enseignants-chercheurs de Rennes. Sur l'option architecte logiciel, alors on va retrouver un certain nombre de cours qui vont être communs avec les architectes techniques, hein. Il y a une utilisation entre un certain nombre de cours, par exemple l'aspect d'architecture applicative, hein, va être bien évidemment abordé un peu en architecte technique, mais aussi principalement beaucoup plus dans l'architecte logiciel. Ce que je veux dire, alors oui, c'était plutôt dans les fondamentaux systèmes, les jours qui sont en commun avec l'état de l'art de l'architecture technique, hein, on va par exemple trouver les systèmes d'exploitation, la virtualisation, hein, qui doivent être pris en compte au niveau d'un architecte logiciel.
Donc un gros bloc d'architecture applicative, hein, donc avec effectivement quelques jours communs avec l'architecte technique, hein, mais on ira beaucoup plus loin à ce niveau-là, hein, connaître l'ensemble des solutions disponibles sur le marché actuellement, hein, que ce soit côté client, côté serveur, avec bien évidemment aussi les aspects liés au poste mobile. L'architecte logiciel est concerné bien évidemment aussi par le DevOps, hein, par l'intégration continue, les déploiements continus. Donc on en fait un peu plus puisque bien sûr on va regarder un peu plus en détail l'aspect dev dans un fil général de développement d'un système, hein, au niveau de l'architecte logiciel. Et puis 3 jours dédiés à la sécurité applicative, hein, donc plus orienté sur les solutions, enfin, les besoins de mise en place de sécurité au niveau des applications plus qu'au niveau des systèmes ou des réseaux. Concernant l'option architecte d'entreprise, donc nous avons un premier bloc constitué d'alignement métier, hein, où effectivement on va regarder beaucoup plus en détail, essayer de comprendre mieux, hein, quelle peut être la stratégie de l'entreprise. Et cette stratégie d'entreprise, comment elle va pouvoir se décliner sur la stratégie d'évolution du système d'information, hein, tout en prenant bien évidemment en compte tous les aspects économiques. Donc, il est très important effectivement que l'architecte d'entreprise, hein, ait une culture générale sur le fonctionnement de l'entreprise, sur la façon dont elle va déployer sa stratégie, hein, parce que c'est par rapport à cette stratégie d'entreprise que devrait être déclinée la stratégie d'évolution du système d'information. Ensuite, il y a des aspects méthodologiques très importants au niveau de l'architecte d'entreprise, hein, avec un certain nombre de cadres, on appelle ça des cadres d'architecte d'entreprise. Il y a plusieurs, hein. Il y a bien évidemment TOGAF, qui est peut-être le plus connu, hein, qui vous sera enseigné dans un morceau de 5 jours, hein, etc. Mais il y aura une introduction plus générale sur l'ensemble des cadres liés à l'architecture d'entreprise afin d'acquérir une méthodologie et de la situer dans une organisation et un contexte adapté. Ensuite, un bloc lié à la modélisation d'entreprise. Là aussi, on a bien évidemment besoin de comprendre les processus métiers, de les modéliser afin qu'ils puissent être pris en compte dans l'évolution du système d'information, hein, tous les processus métiers. On a quelques jours en commun avec l'architecte logiciel parce que nous considérons qu'un architecte d'entreprise, comme il a une vision globale de l'ensemble du système d'information, hein, avec la cartographie de tous les composants, et donc la nécessité de planifier, d'organiser les échanges de données entre tous ces composants, hein. Donc il a besoin effectivement d'avoir des compétences autour de l'intégration applicative, hein, quelles sont les différentes solutions, et autour des données, hein, puisque les données sont la richesse de l'entreprise, donc on parle d'architecture data-centrique. Et enfin, il nous a semblé utile aussi de faire remonter dans cette formation des exemples de mise en œuvre d'architecture d'entreprise, donc c'est le bloc cas pratique. Destiné, voilà, on fait intervenir des architectes d'entreprise de quelques grandes entreprises, hein, qui vont exposer un cas et voir comment ils ont traité ce cas dans le cadre d'une approche d'architecte d'entreprise. Alors voici donc le programme. Donc maintenant, nous allons, alors, je sais pas, il n'a pas l'air d'être encore arrivé, Michel Bonadé, hein, qui donc a suivi notre formation et qui allait pouvoir présenter ce qu'il a, pourquoi il a choisi cette formation et qu'est-ce qu'il a acquis. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Pamela, tu as des nouvelles de... Allô? Ah. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, Michel. D'accord. Moi, en fait, j'ai passé la partie architecte logiciel. À la base, c'était dans le cadre d'une reconversion, du moins, il y avait eu un RCC dans ma boîte qui était en train de se réorganiser, et donc derrière, on avait la possibilité de suivre des formations. Comme moi, j'étais effectivement en train de passer plutôt du côté, initialement, j'étais du côté base de données et architecture de données. Là, en fait, j'avais commencé à dériver petit à petit sur des rôles d'architecte, et disons que la formation ici, en fait, m'a permis de faire le point, quoi, sur où est-ce que j'en étais de mes connaissances, faire vraiment avoir quelque chose d'assez global, et de voir un peu comment tout ça fonctionnait, quoi.
D'un point de vue professionnel, pour moi, c'est vraiment été un plus. C'est très clair. C'est-à-dire que comme j'étais dans un processus de RCC, fallait derrière que je retrouve un emploi. C'est clair que ça m'a aidé, et derrière mon boulot de tous les jours, ça m'a donné quand même des bases extrêmement utiles. Il y a une chose que j'ai trouvé très très bien dans la façon dont la façon dont c'est organisé, en fait, c'est le fait que tous les intervenants en fait sont des pros. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ont vu des cas, qui ont vu des choses, qui nous font profiter de leur expérience. C'est pas uniquement du cours. Il y a pas mal de parties sur lesquelles on bosse, et on a des cas pratiques. Donc moi, de façon globale, ça a vraiment été une formation qui m'a été comme un gant, quoi. C'est vraiment comme ça que je conçois la formation. Et écoutez, voilà, quoi. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la chose. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Dites-moi. Et aujourd'hui, Michel, chez Soprasteria, tes fonctions, Alors, quelles sont-elles? oui, aujourd'hui, je suis chez Soprasteria. Alors, j'ai commencé effectivement dans une cellule purement architecte sur des problématiques. Moi, je suis sur une branche transport. Donc sur des problématiques qui étaient pour la RATP. Là maintenant, je suis passé plus du côté de la SNCF, mais toujours dans des rôles d'architecture. Alors là, c'est vraiment. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'on en a parlé. Là, je suis vraiment sur du concret, sur du fonctionnement. C'est-à-dire que le titre exact que j'ai pour l'instant, c'est responsable technique. C'est-à-dire que je travaille sur différentes applications. Je suis dans un système de puits de données, grosso modo, qu'on va alimenter et qu'on va interroger. Et donc, je travaille vraiment sur l'évolution de ce truc-là, la maintenance de ce truc-là, la réponse aux nouveaux besoins qu'on va pouvoir avoir. Donc, ça colle vraiment complètement avec ce que j'avais fait pendant la formation. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage, Michel. Je vous en prie. Merci. Voilà, alors on a effectivement aussi d'autres témoignages qui sont disponibles en ligne. Et puis, pour la promotion qui est en cours, là, en 2021, on a un ambassadeur de promotion qui s'appelle Jean-Marc Pell. Donc, si vous souhaitez également le contacter pour avoir un échange avec lui, n'hésitez pas, vous avez son adresse email ici. Alors ensuite, on va vous parler un petit peu du processus d'admission pour entrer dans la formation. Laurie, tu prends la suite? Oui. Alors, les critères d'admission. Donc, moi, je suis, comme le disait Pierre-Frédéric tout à l'heure, votre interlocutrice pour toute la partie inscription, accompagnement, pour trouver les meilleurs financements. Donc, je vous accompagne jusqu'au démarrage de la formation. Il y a plusieurs critères d'admission. Le premier, donc, soit des professionnels des professionnels des systèmes d'info qui souhaitent, comme c'est précisé, consolider des compétences ou évoluer dans le domaine de l'architecture. Donc titulaire d'un bac plus 4 ou 5, où on peut accepter les dossiers dérogatoires avec un dossier VAP. Donc un dossier VAP, c'est un dossier validation des acquis professionnels, c'est-à-dire que si vous êtes titulaire d'un bac plus 3 par exemple, grâce à vos années d'expérience professionnelle, vous complétez ce dossier et ça vous permet d'être éligible pour candidater à cette formation. Ou alors avoir une expérience pro dans les SI. Effectivement, il faut avoir les bases essentielles pour candidater à cette formation. Comment candidater? Alors, je vous adresserai à l'issue à la fin de ce webinaire mes coordonnées et puis la procédure d'inscription avec les documents correspondants, le programme détaillé de la formation, le planning, etc. Et donc, vous devez déposer un dossier de candidature en ligne. Donc, c'est un dossier de candidature standard, CV, lettre de motivation, diplôme, les coordonnées de 2 référents, donc des référents responsables hiérarchiques. Et puis ensuite, on vous convoque à un entretien d'admissibilité avec
avec Pierre-Frédéric et Dominique, ici présents, pour confirmer si oui ou non vous êtes admis. Donc ça va assez vite. Seulement, il ne reste plus beaucoup de temps pour candidater. La rentrée donc aura lieu le 10 janvier 2022 et donc vous avez jusqu'à fin novembre pour finaliser votre dossier sur notre plateforme. Au niveau des moyens de financement, alors là, c'est une slide très complète, mais c'est un peu au cas par cas en fonction de votre profil, de votre entreprise, de votre situation, salarié, demandeur d'emploi. Il y a énormément de financements possibles, d'autant plus avec le plan de France Relance qui aide justement la branche du numérique. Donc, il y a des aides supplémentaires. On peut avoir chaque année, on a un ou deux contrats de professionnalisation, donc des jeunes diplômés qui nous rejoignent, mais qui ont effectué en fait tout leur parcours post-bac en alternance et vraiment sur des postes SI. Donc, ils ont déjà travaillé sur des projets d'envergure. Sinon, le restant de la promo, ce sont des professionnels en poste depuis plusieurs années. Et donc, votre entreprise, votre employeur peut financer votre formation via le plan de développement de compétences, qui est en fait le nouveau nom du plan de formation. Il y a des organismes financeurs externes, donc l'OPCO de votre employeur, qui finance une partie de la formation. Cette formation est éligible au CPF, donc vous pouvez utiliser vos heures CPF pour financer une partie de cette formation. Vous pouvez abonder ensuite le solde via vos fonds personnels, vos fonds propres, ou bien via le financement entreprise. Votre employeur peut abonder votre CPF pour financer votre formation. Le CPF de transition professionnelle, alors là, malheureusement, on est un peu hors délai. C'est le nouveau dossier, le nouveau nom du dossier FONGECIF. Et puis, Pôle emploi peut aussi vous accompagner dans le financement de cette formation. On peut mettre en place des échéanciers de règlement pour les financements personnels, pour les financements entreprises aussi. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Donc, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse en discuter. Parce que je serai aussi l'interlocutrice de votre employeur. Donc, je pourrais les conseiller, leur expliquer service formation, service RH, les différents modes de financement possibles en fonction des labels de notre formation. Voilà. Alors, voici nos contacts, Pierre-Frédéric, Dominique et moi. Privilégié, je suis quand même le point d'entrée, je suis votre interlocutrice principale pour toutes vos questions. Après, il est vrai que si vous avez des questions très techniques ou portant vraiment sur un point précis du programme, effectivement, Pierre-Frédéric et Dominique, les experts, seront plus à même de vous répondre. Mais n'hésitez pas à me contacter dans un premier temps. Merci beaucoup. On va pouvoir passer un petit peu de temps sur les questions si vous en avez. Donc, dans GoToWebinar, vous avez une section questions qui vous permet de poser vos différentes questions. Alors, je ne sais pas si est-ce que Michel est encore en ligne ou est-ce qu'il nous a quittés? Je crois que Michel n'est plus connecté. Parce que je pense qu'on avait une question pour lui. J'aurais peut-être dû la diffuser tout de suite quand il était en train de témoigner. Voilà. Donc, Michel a été recruté par une ESN, Sopra Steria. Et la question semblait donc expliquer que les entreprises, visiblement, sont pas très, enfin les DRH des entreprises sont pas très expertes par rapport au métier d'architecte DSI et ne savent pas forcément bien les recruter et donc passent souvent par des ESN. Alors en fait, je dirais que dans mon expérience et de manière plus générale, les différents profils des systèmes d'information qui sont pas toujours bien connus par les DRH, sauf dans les très grandes entreprises, on a souvent des RH qui sont dédiés au SI, donc qui connaissent bien les profils SI. Voilà. Après, sur le recrutement des architectes, c'est vrai qu'il y en a quand même encore beaucoup qui sont soit en ESN, soit en indépendant, parce que l'architecture n'est pas toujours bien vue comme une activité constante et permanente que doit mener l'entreprise. Et souvent, c'est un besoin qu'on a quand on fait des grosses transformations, et donc on va plutôt chercher
cette expertise à l'extérieur. On est tous convaincus que c'est important pour l'entreprise de maîtriser son architecture et donc d'avoir un minimum de compétences en interne. C'est pas forcément une vision partagée par beaucoup d'entreprises. Alors, pourquoi avoir choisi de diviser la formation en 3 spécialisations? Alors, donc, plus la moitié de la formation est commune aux trois spécialités. Ensuite, oui, idéalement, si on peut avoir un architecte qui maîtrise les 3 niveaux, c'est parfait, hein, mais je connais beaucoup d'architectes, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette largeur de spectre-là. Donc, à un moment donné, c'est compliqué d'être à la fois très, très pertinent sur des architectures d'infrastructures, logiciels et d'entreprises. Donc, il faut faire des choix et quelque part, c'est un peu le marché qui est comme ça. Ça correspond aussi à une typologie de poste qu'on rencontre sur le marché. Bon, souvent, les architectes d'entreprise ont un passé dans l'architecture logicielle ou l'architecture technique, donc potentiellement pourrait avoir effectivement un spectre global sur tous les sujets. Mais la plupart des gens qui s'inscrivent à l'option architecture d'entreprise ne sont pas intéressés par les détails de l'architecture technique et réciproquement. Donc on est bien aligné sur des familles de métiers qui sont distinctes sur le marché aujourd'hui. Alors on a une question de Monsieur Poron qui est architecte donc, au ministère des Finances. Et qui effectivement traite des sujets qui sont à la fois très techniques et moins techniques, hein, mais voilà, donc je ne vous demanderai pas quel est votre âge, mais je pense que vous avez un certain nombre d'années d'expérience et de retour sur le SI, hein. Donc c'est vrai que c'est parfois le profil des gens qu'on a en option architecture d'entreprise, hein, des gens qui ont 25-30 ans d'expérience dans le SI, qui ont fait beaucoup de projets, qui ont fait de la techno, qui ont fait du logiciel, donc qui maîtrisent tous ces aspects-là. Et qui veulent, je dirais, compléter avec une vision globale du SI, une capacité à faire de la planification stratégique, avoir une vision d'ensemble du SI et dialoguer avec les décideurs autour de ces sujets-là. Mais on a aussi dans l'option architecte d'entreprise des gens qui sont plus fonctionnels et qui donc n'ont pas les backgrounds techniques qu'on a. Donc si vous voulez, pour des gens qui sont déjà architectes, on peut comprendre qu'on veuille faire un petit peu les 3 options, mais pour des gens qui ne sont pas encore architectes, il faut commencer par rapport à un des métiers, ce qui ne présage pas qu'ils puissent évoluer par la suite dans la suite de leur carrière. Voilà, 30 ans d'informatique, merci de confirmer. Alors, le thème de l'innovation, alors c'est vrai qu'on n'a pas un module spécifiquement sur l'innovation, hein, donc on a un module sur la veille technologique et on a des modules sur ce qu'on a mis dans méthodologie. Il y a une partie sur ce qu'on appelle entre guillemets les méthodes modernes de gestion de projet. Donc au-delà de l'agile, hein, c'est tout ce qui va tourner autour de sujets comme une startup, comme l'UX design, ce genre de choses le design thinking qu'on va trouver aussi dans les cursus d'innovation. Voilà, donc c'est un module, mais c'est vrai que c'est pas le cœur de la formation. Centrale Supélec a par ailleurs un master spécialisé innovation et transformation, mais c'est bien des sujets qui sont abordés dans le cadre du tronc commun, hein. L'architecte est un des acteurs clés de l'adoption de nouvelles technologies dans l'entreprise, donc partie prenante des projets d'innovation. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions? Pour rappel, donc le rythme, c'est une semaine de formation par mois.
Les 3 semaines restantes, vous êtes au sein de votre entreprise. Donc la rentrée aura lieu le 10 janvier 2022 et vous êtes en formation jusqu'à la mi-décembre 2022. Donc la formation dure 12 mois. Voilà. Tout à fait. Piqûre de Voilà. rappel. Il nous reste à remercier tous les participants, avec une mention spéciale à M. Poron qui a beaucoup échangé sur le chat, donc merci à vous. Je me permettrai de vous contacter sur LinkedIn. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à Laurie ou sur le programme à moi-même et Dominique. Là, justement, il y a une question autour de possibilité de faire un stage à la place de l'alternance. Oui, alors en fait, un stage à la place de l'alternance. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver une entreprise. Donc après, là, il y a la question de quelle est la forme du contrat que vous avez avec l'entreprise. L'immense majorité de nos participants sont en CDI dans leur entreprise, mais effectivement, il nous arrive d'avoir des gens qui sont en recherche d'emploi et qui donc vont trouver un stage durant la durée de l'alternance. Donc voilà, ils sont embauchés sous forme de stagiaires. Il faut que ce soit compatible effectivement avec leur statut, mais globalement, c'est une possibilité. Oui, il y a plein de types de contrats différents. Vous êtes demandeur d'emploi, bien que vous ayez plus de 26 ans, vous pouvez tout de même être en contrat d'alternance, en contrat de professionnalisation. Vous pouvez être en CDI, en CDD, en stage alterné. Il y a beaucoup de possibilités. N'hésitez pas à m'appeler pour que je puisse vous expliquer tout cela en fonction de votre situation. Oui, donc j'avais pas vu. Effectivement, il y a une question également sur les 3 options. On nous demande laquelle est la plus recherchée par les entreprises. Je dirais les 3 sont très recherchés par les entreprises, parce que si vous voulez, les profils d'architectes, ils sont assez rares sur le marché. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on cherche des gens assez expérimentés, parce que c'est un métier complexe. Après, donc les 3 sont très recherchés, et c'est des profils assez différents, c'est-à-dire que les architectes techniques, architecte technique est un métier qui est souvent plus accessible pour des plus jeunes. Architecte logiciel aussi, dans une certaine mesure. Architecte d'entreprise est plus réservé à des gens qui ont déjà moins 10-15 ans d'expérience en SI. Après, on peut regarder aussi les effectifs. Je pense qu'il y a plus d'architectes techniques que les autres types d'architectes. Il y a aussi une demande assez forte dans les sociétés de services pour des profils d'architectes techniques. Aujourd'hui, sur des sujets comme le cloud ou la data, il y a des gros besoins. Mais si vous regardez sur les sites d'emploi, il y a des annonces pour des postes d'architectes d'entreprise qui sont ouverts en permanence et qui peinent à trouver des candidats. Donc, les marchés sur l'architecture, c'est très tendu, et donc il y a des débouchés pour tous les types d'architectes. Je pense qu'il faut surtout choisir en fonction de son propre parcours. Et c'est une question qu'on pose dans l'entretien d'évaluation. Pourquoi faire le master spécialisé? Quelle est la logique dans votre parcours professionnel? Qu'est-ce qui va vous apporter par rapport à ce que vous avez fait avant et ce que vous avez envie de faire après? Et la cohérence de votre discours, normalement, il y a assez peu d'hésitation, et c'est assez logique par rapport à votre CV, ce qu'il faut faire comme option. Je ne vois pas d'autres questions. Non, sinon, donc, M. Poron, qui est au ministère à Bercy, qui nous dit qu'il a besoin de plein d'architectes, donc ce qui prouve bien, comme d'autres entreprises, qu'il y a des besoins. Ok. Donc vous recevrez prochainement du coup le replay de ce webinaire, et puis de mon côté, je me charge de vous envoyer le planning, le programme, et puis mes coordonnées pour qu'on puisse échanger rapidement sur votre projet de formation. Eh bien, merci beaucoup.
Merci à tous et à bientôt. Messieurs. Merci à Bonne tous. journée. Bonne journée. À Au très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.